il y a de cela une semaine, j'ai eu la joie, mais aussi la tristesse, de décrocher un appel qui venait d'un de mes potes avec qui j'ai fréquenté. Ce pote, en fait, on était une bande de 5 dans le même quartier, on préparait le bac ensemble. Et à l'époque, on était tous admis au bac. Certains avaient de très bonnes mentions, hein, des gens qui avaient très bien, assez bien, bien. Et lui, il était le seul à ne pas être admis. Et sur le moment, je comprenais un peu parce que l'année avait été difficile pour lui. Il était devenu père d'une petite fille. Copine ou sa femme, on appellera ça comme on veut, était aussi une jeune d'un collège à côté. Et je justifiais son échec. Et je me disais, non, l'année prochaine, il fera mieux, vous voyez. Et à l'époque, quand lui-même il nous parlait, déjà, je n'étais pas assez conscient à ce moment-là de certaines choses qui le prédestinaient à une vie d'échec. Et aujourd'hui, je me propose de vous les relever parce qu'à l'époque, déjà, il avait un certain discours. Non, elle m'a piégé. Non, je n'ai jamais voulu ça. C'était le monde qui lui tombait sur la tête. Mais au fond, je pense que son échec était prévisible. Que au moment où c'est arrivé, on n'était pas plus surpris que ça. On aurait bien aimé nous tromper, on aurait bien aimé faire 100%, être tous admis. Mais parfois, il y a certaines choses dans la vie qui ne trompent pas. Et aujourd'hui, je vais vous partager 12 choses qui, selon moi, vous prédestinent à l'échec. 12 choses qui sont vraiment des fondamentaux si vous voulez réussir dans votre vie. Restez bien jusqu'à la fin parce que les deux derniers, et peut-être un dernier en bonus si nous avons le temps, mais les deux derniers pour moi, franchement, ce sont des pépites. En premier lieu, premier point, je pense qu'il est important pour toute personne qui veut réussir dans la vie un minimum de prendre ses responsabilités. Je vois trop de gens, quand ils échouent, quand il leur arrive une situation, de ne pas savoir assez reconnaître leur tort et de penser que tout est de la faute des autres. Classiquement, en fait, pour eux, l'enfer, c'est les autres. Pourquoi tu n'as pas réussi? C'est l'enseignant qui ne m'aime pas, il n'a jamais su bien faire ses cours. C'est peut-être vrai, hein? C'est peut-être la réalité. Mais il y a des gens qui ont réussi. Pour ma part, pour mon premier échec, et le seul jusqu'à ce jour, c'était en première année d'université. C'était une année difficile. 6 mois, au bout de 3 semaines, au bout de 6 mois en cumulé, la session est vite arrivée, j'étais pas habitué. Mais dans le même temps, il y avait 77 personnes qui étaient admises et près de 300 qui étaient soit qui reprenaient, soit exclus. Et cet échec-là m'a enseigné plusieurs choses. Parce que après ça, je n'en ai plus connu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais cet échec a été fondateur. Parce que je pense que sans lui, je n'aurais pas pu bien m'en sortir pour le reste du cursus à la fac. Parce que ça m'a appris des choses sur moi-même que je n'acceptais pas. Au début, j'étais un perfectionniste, le genre qui voulait être brillant dans toutes les matières. Mais non, j'ai compris que la personne que j'étais à ce moment-là, je voulais reproduire le cycle du collège à l'université, alors que la densité des matières, la façon dont même au collège, en fait, on étudie et il y a des interrogations, des devoirs, bref, il y a des contrôles qui sont étalés tout au long de l'année scolaire. Vous voyez? Et en fait, moi, je travaillais à l'université, comme si on allait m'évaluer tous les jours. Mais le jour où ça comptait, je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt à la composition, au partiel. Ça m'a appris, cet échec m'a appris que oui, l'année était difficile, oui, ça a duré 6 mois, mais
Oui, je n'avais pas tous les documents. Oui, il y avait des anciens qui faisaient des réunions pour dire que les nouveaux doivent échouer. Oui, on était un peu délaissés à nous-mêmes. Oui, il y avait des enseignants qui ne sont pas très bons dans l'art de transmettre. Mais ça n'a jamais changé avant que je ne quitte la fac. Ce n'est un secret de polichinelle pour personne. Certaines choses ne changent pas. Alors, la question que je me suis posée, c'est, est-ce que l'année qui va recommencer, je vais faire la même chose? Je vais justifier mon échec par les enseignants, le rythme, les difficultés de... Je n'avais pas assez d'argent, certaines photocopies, je les avais à la veille. Alors, j'ai compris que ce n'était pas... Je ne pouvais pas attendre que la fac s'adapte à moi. C'était à moi de s'adapter à la fac, à cette nouvelle vie, cette nouvelle réalité. Et que si je voulais atteindre mes objectifs, il fallait devenir la personne, ce genre de personne. Quand beaucoup de gens écouteront ce podcast, ils seront étonnés. Oui, parce que peut-être qu'ils ne s'imaginent pas que j'ai échoué dans ma vie ou que j'ai repris une année de fac. Parce qu'en griffe, quand on te voit brillant, on se dit non, ceux-ci n'ont pas connu l'échec. Alors que l'échec peut être le point fondateur de grandes choses. Et moi, je pense que ça a été l'une des meilleures expériences qui me sont arrivées. J'ai appris tellement de cette situation. Et si vous ne prenez pas la responsabilité de votre vie, vous ne pourrez pas corriger les choses. Ce n'est pas pour le fun. Mais si tu penses que le problème, ça vient du climat, ça vient de l'État, ça vient de ta belle famille qui ne t'aime pas, de ta belle-mère qui est une sorcière, de tes frères et sœurs, du gouvernement, qu'est-ce que j'en sais moi? À quel moment tu vas t'interroger toi-même et savoir que oui, ça dépend de moi. Parce que ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que une fois que je sais que c'est de ma responsabilité, ça veut aussi dire que c'est moi qui peux changer les choses. Et je peux réellement changer les choses. Changer les choses dépend de moi, en tout cas. Et vous verrez toutes les personnes brillantes dans ce monde. Les Anthony Robbins, le fondateur d'Apple, Steve Jobs, les Bill Gates, les Mark Zuckerberg, les Elon Musk. Toutes les personnes qui ont réussi quelque chose dans leur vie, même si la responsabilité est de 5%, ils la prennent et ils la font leur. Si le copain qui te vole de l'argent ou qui te trompe tout le temps, qui te bat, qui te manque de respect, c'est aussi ta responsabilité. C'est toi qui t'es mis en couple avec lui. Et le jour où tu comprends ça, tu comprends aussi que oui, tu as le pouvoir de sortir de cette relation-là. Cet ami qui te met dans des situations dangereuses, qui est un voleur et qui vient dormir chez toi avec des effets volés, qui met ta vie en danger, tu as le pouvoir d'arrêter ce genre de relation. Tu vois ces personnes toxiques dans ta vie qui passent tout leur temps à se plaindre et qui envahissent chez toi, qui ont un mode de vie pas commode, mais que tu continues de fréquenter. Laisse-moi te dire, mon ami, c'est ta responsabilité. Et le jour où tu comprends cela, tu peux couper les ponts. Tu peux commencer par développer un nouveau mindset, une nouvelle vision des choses. Et c'est comme ça qu'on apprend à aller vers de plus hautes altitudes. Le deuxième point, très important pour moi, c'est d'apprendre à dire non. Et pour moi, la personne dont je m'inspire aujourd'hui dans cette dynamique, c'est le docteur Youssoufou Fawaz. Big up à toi si tu passes par ici, mon ami. Mais je n'ai jamais vu une personne aussi vraie. C'est le genre qui peut te dire « Ah non, ça ne me plaît pas ». Et en fait, je pense que le mot le plus important du monde, c'est non. Le non a le pouvoir de vous acheter la liberté, de vous redonner le contrôle sur certaines choses. Le non vous permet de poser vos limites. Oui, je suis en accord avec telle ou telle chose. Non, ça ne me plaît pas. Non, je préfère que les choses se déroulent comme ça. Beaucoup de gens ne connaissent pas le pouvoir du non. Une fois que vous avez ressenti la liberté de dire non et de faire les choses comme vous voulez, vous prenez conscience de votre pouvoir. Le non vous redonne confiance en vous. Vous pouvez essayer. Vous pouvez essayer avec vos amis qui vous demandent lorsque vous voulez rentrer, est-ce que tu as de la place dans ta valise alors que vous n'avez pas de place. Vous dites oui parce que vous devez
être politiquement correct et vous prenez les affaires et parfois vous vous sacrifiez pour laisser certaines choses qui vous appartiennent à vous. Cet ami qui te demande passe-moi de l'argent dont toi tu as besoin, mais tu n'oses pas lui dire non. Ton copain qui te demande un service avec lequel tu n'es pas en accord, mais tu n'oses pas lui dire non parce que tu veux être cette personne cool, tu veux te standardiser à l'image qu'il a de toi et non à la personne que tu es. Je trouve que vous ne pourrez pas aller loin parce que vous allez toujours vivre une vie de compromis, une vie de compromission. Et à force de vouloir plaire aux autres, vous finirez par vous perdre. Alors commencez par vous plaire en ce début d'année et vous verrez. Essayez le pouvoir du non. Essayez-le pendant un mois. Dites non. Et ça va dans tous les aspects. Hein. Est-ce que tu veux cette tasse de café? Non. Est-ce que tu veux sortir avec moi faire du shopping? Non, je n'en ai pas les moyens. Est-ce que ça te plaît qu'on aille rendre visite à telle personne? Non, je n'en ai pas envie. Est-ce que tu peux me donner ton numéro? Non, je n'en ai pas envie. Je n'ai pas envie de cette interaction sociale. Il y a tellement de choses que nous faisons par souci du bien-être des autres, alors que nous devions nous soucier de ce que nous voulons. Et apprendre à dire non vous redonnera du pouvoir. Et le deuxième point me permet de débouler sur le troisième point qui n'est pas moins important. Vous devez apprendre à vous choisir. Je n'ai jamais vu quelqu'un être heureux en se sacrifiant pour les autres. Apprendre à se choisir, c'est apprendre à être à l'écoute de soi-même, de ce que l'on veut, de nos décisions, de nos desiderata. C'est apprendre à être un peu égoïste. Et je trouve que l'égoïsme, on en a fait quelque chose de malsain. Alors que vous ne pouvez arriver à rien littéralement si vous n'êtes pas un minimum égoïste. Tu vois, ce voyage qu'on te demande de faire, si tu n'en as pas envie, pense d'abord à toi-même. Tu vois, cette sortie qu'on te propose, ce plan cul, cette relation qui ne t'arrange pas, ce prêt dont tu n'en as pas envie, apprends à se choisir. Et ça passe dans toutes les étapes de votre vie. Dans l'aspect financier, au lieu de vous sacrifier pour mettre vos rêves entre parenthèses et préférer régler les problèmes des autres, commencez par régler vos problèmes. J'aime beaucoup cette chanson qui dit mais l'okpo ni régler problème ton. Parce que à Kazeweo, mais les non zéame, à Yomedeo, il ne décroche pas. C'est ça. Commencez par vous préférer. Et ce qui est formidable, une fois que vous avez appris à vous choisir en premier, vous pourrez donner de votre temps et de votre énergie, de votre argent à des personnes. En tout cas, moi, depuis que je fais ce choix-là, toutes les interactions sociales, personnelles, financières ou sur le plan du travail que j'ai sont des interactions souvent de qualité parce que les choses que je fais, je le fais avec bon cœur. Je ne le fais plus avec l'obligation de. Et je pense que c'est très important. Quatrième point qui ne va pas plaire à mes amis hommes. Il faut arrêter de courir les petites. Vous ne réussirez rien dans votre vie si vous continuez de courir les petites. Il y a mon pote qui me disait la dernière fois, oui, tu es jeune, tu es beau, tu commences pas à t'en sortir dans la vie, mais pourquoi tu te précipites pour te marier? Genre, ça t'apporte quoi? Alors que, regarde, il y a 3 milliards de femmes dans le monde. Tu pourrais sauter sur-ci, tu pourrais... Pourquoi tu te mets la corde au cou? Et je trouve que c'est une vision assez déformée de la réalité qu'est le mariage. Je ne vous demande pas de vous marier. Hein. Chacun fait les choix qui lui sont propres. Mais je pense qu'il faudrait quand même que vous choisissiez une personne qui va vous accompagner et avec qui vous allez faire un chemin de vie. Si cela est dans vos projets. Si ce n'est pas dans votre projet, c'est ok d'être célibataire. Il n'y a aucun problème à ça. Mais continuez pas à multiplier les conquêtes, les petites, ou enchaîner les relations, aller au date, avoir plusieurs pointeurs.
ne rendra pas votre vie meilleure. Et je pense que c'est l'une des meilleures façons de ne rien réussir dans sa vie. Il y a un truc qui est factuel. L'espérance de vie en Afrique, en tout cas dans mon pays, le Bénin, tourne autour des 60-65 ans. Si, jusqu'à 30 ans, vous n'avez pas travaillé pour avoir une personne qui partage votre vie et avec qui vous voulez fonder une famille ou bien avoir et développer une relation et que vous enchaînez, vous courez les petites ou bien vous enchaînez les relations, ça veut dire qu'il vous reste peut-être 35 ans à consacrer à votre progéniture si un jour vous en avez. Ou il vous reste combien de temps à vivre une chose de stable, à ressentir ça. Et je le répète, si ce n'est pas votre projet, tant mieux. Mais pour ceux qui aspirent à ce mode de vie, pourquoi, avant de venir goûter au bonheur d'être le centre et l'intérêt d'une personne, vous voulez faire le tour de l'horizon de tout le monde? Alors que ce temps-là, vous auriez pu l'investir dans une relation de qualité qui a des débouchés multiples, qui suffit à pourvoir à votre bonheur, sans compter les dépenses financières, les risques liés aux infections, votre image. Je ne sais pas ce que vous y trouvez, mais je pense que en ce début d'année, il faut qu'on crève l'abcès. C'est l'une des choses qui mime le plus les hommes. Et c'est surtout les hommes. Les femmes, dans une moindre mesure, vous avez vos pointeurs, vous enchaînez les dates. Honnêtement, je ne me vois pas courir après ce genre de femmes, déjà. Et je ne sais pas ce que ça vous apporte d'être, comment dire, la ruche autour de laquelle toutes les abeilles viennent tourner. À un moment, en fait, si toutes les abeilles ont goûté du miel, je pense que le miel, il n'intéresse plus personne. Commencez par prendre sur vous à développer ce genre de standard où soyez comme l'aigle. Vous voyez, au moment où il y a un oiseau qui se pose sur l'aigle, qui lui picole le dos, l'aigle ne le chasse pas, l'aigle s'élève. Et l'oiseau tombe de lui-même. Parce qu'une fois que vous avez augmenté vos standards, il y a peu de gens qui peuvent vous suivre. Et ce message s'adresse aussi aux femmes et aux hommes qui se plaignent qu'ils ne trouvent pas des personnes de qualité parce qu'elles ont des standards élevés. Mais c'est le point, ma chérie, mon frère. Parce que il y a très peu de personnes de qualité dans ce monde. Du coup, si tu élèves tes standards, tu comprends en même temps que il y a de fortes chances que les gens autour de toi ne soient pas dans le game. Si les gens autour de toi étaient dans le game, tu n'aurais pas besoin d'augmenter tes standards parce que ce serait la preuve que ton environnement est de qualité. Ce qui m'amène au 5e point. Il faut choisir votre entourage. Choisissez les gens avec qui vous traînez parce que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous traînez. Si vous commencez par fréquenter des millionnaires, il y a de fortes chances que vous deveniez millionnaire. Moi, je l'ai remarqué dans ma propre vie. Tous mes amis proches, pour la plupart, sont tous devenus, on a tous suivi à peu près le même schéma professionnel. Après notre doctorat, on a commencé par travailler en tant que généraliste. Puis, pour la plupart, on a choisi un mode de fonctionnement. Et mon seul ami qui n'est pas dans ce schéma, lui aussi a bien y repensé. Il est quand même dans des structures qui lui permettent de travailler dans une thématique qui lui plaît. Vous voyez, chacun a suivi ses passions, mais c'est parce que ensemble nous avons une certaine vision de la vie. Et c'est cette vision de la vie qui fait qu'aujourd'hui nous restons soudés, même si nous ne pouvons pas nous voir comme à l'époque de la faculté, nous ne pouvons plus échanger comme avant, mais nous sommes drivés par le même leitmotiv. Nous avons la même vision, la même perspective d'avenir, ce qui m'amène au
6e point. Mon frère, il faut planifier l'avenir. Ma soeur, il faut planifier l'avenir. Tu ne peux pas réussir si tu ne planifies pas. Et il y a une phrase de Youssoufa qui me plaît bien où il dit si tu ne planifies rien, tu planifies ton échec. Moi, quand je commence mon année, je m'assois un jour et je fais le point sur mes objectifs financiers, mes objectifs familiaux, mes objectifs socio-professionnels, mes objectifs en tant qu'individu sur le plan religieux. En tout cas, je prends chaque aspect de ma vie et je note. Voilà, à tel moment de l'année, je veux pouvoir avoir fait si c'est sur le plan financier, je veux pouvoir avoir économisé si, je veux pouvoir être en mesure de m'acheter si, je veux. Je sais que toutes ces choses peuvent ne pas se réaliser, mais c'est comme une fenêtre, une perspective, une direction dans laquelle je m'engage. Parce que, imaginez que vous arrivez à l'aéroport et que vous ne saviez pas où vous allez. Il n'y a pas de bon vent pour ceux qui ne savent pas où ils vont. C'est impossible. Imaginez, vous sortez dans la rue, vous prenez un taxi et le taxi vous demande où vous allez, vous dites, je ne sais pas. Il va vous traiter de fou. Et c'est la même chose que vous faites pour votre vie. Votre vie est aussi une entreprise que vous devez diriger, à laquelle vous devez donner des axes, des priorités. Ah non, cette année, je suis dans ma saison de croissance. Il faut donc que priorité à ceci, priorité à cela. Ah non, cette année, je me suis déjà marié. Donc, je dois orienter mes priorités, mon énergie, mon temps, mon argent vers telle ou telle chose. La vie est une question de saison. Et tant que vous ne définissez pas là où vous allez, vous n'irez nulle part. Et c'est comme ça qu'on arrive à trouver des gens qui, depuis des années, n'ont rien fait de leur vie, stagnent sur tous les plans et se demandent comment les autres font pour avancer. Mon prochain point, c'est par rapport à la planification de l'argent. Vous voyez, nous sommes dans un monde matérialiste où, heureusement ou malheureusement, les biens et services s'échangent contre de l'argent. Ça veut dire qu'il y a une différence fondamentale si vous avez de l'argent ou si vous n'en avez pas. Personnellement, il m'est arrivé un truc cocasse la dernière fois. J'étais dans une structure de la place et je suis arrivé avec une amie. Le vigile ou l'agent de sécurité, il nous a salué poliment et il nous a mis dans un coin. Il nous a dit, attendez, ça n'a pas encore ouvert. Je vais au moment où ça ouvre, vous allez monter et faire ce pourquoi vous êtes là. Et j'attendais donc patiemment avec mon ami sur le banc. Et je voyais des véhicules arriver. Et le même agent de sécurité, parfois, il bondissait de sa chaise. Il courait attraper l'ascenseur. Courait aller chercher quelque chose pour les gens. Ou courait même aller ouvrir la porte de la voiture pour ceux qui venaient. Et je me suis dit, mais... Je voyais avec quelle déférence, quel respect, quel... comment dire... quelle zèle, quelle énergie il prenait, il s'occupait de certaines personnes. Et j'étais juste estomaqué, j'étais en mode ouais. Et des exemples comme ça, vous en avez vu partout. Et ce qui est dommage, c'est que c'est ceux qui n'en ont pas qui font ça. Normalement, nous qui n'avons pas beaucoup d'argent, on devrait comprendre qu'on ne doit pas traiter les gens en fonction de l'argent. Mais bon, malheureusement, le monde est ce qu'il est. Le monde est ce qu'il est. Et si vous n'avez pas d'argent, surtout dans nos pays où il n'y a pas de couverture médicale universelle, si vous tombez malade, comment vous vous prenez en charge? Si vous avez envie de vous faire des plaisirs, comment vous le faites? Il n'y a pas si longtemps, c'était We Love et en tout cas, on a vu ceux qui sont coulés ou ceux qui sont debout. Enfin bref, pour être plus sérieux, si vous échouez à planifier votre argent, vous échouerez
à remplir vos objectifs. Parce que la plupart du temps, tout se rapporte à l'argent. Vous voyez cette fille que vous aimez bien. Vous avez envie de lui faire un petit plaisir, il vous faut de l'argent. Tu vois ce mec que tu trouves beau, tu as envie de lui offrir une montre, il faut de l'argent. Tu as envie de l'appeler, il faut de l'argent. Tu as envie de, bien souvent, le déterminisme de beaucoup de choses se retrouve dans l'argent. Tu vois cette fille avec qui tu as noué une relation solide, c'est la femme de ta vie. Son papa veut l'envoyer à l'extérieur. Tu n'as pas d'argent pour quitter le pays. Tu fais comment? Ou bien décembre approche. Tu n'as rien cotisé toute l'année. Est-ce que décembre va décembrer? Et maintenant, regarde en janvier. Comment janvier est devenu long, même s'il passe vite. Mon ami, planifie ton argent. L'argent, c'est très important. Et il faut comprendre que la question n'est pas de savoir si les riches ou les pauvres, qui est gentil parmi les deux. Il y a des riches qui sont gentils, il y a des pauvres qui sont exécrables. Il y a des riches qui sont la pire racaille du monde et il y a des pauvres qui sont gentils. L'argent n'est qu'un outil. En tout cas, je préfère en avoir. Je n'en ai pas encore. Je travaille à l'avoir. Mais vous deviez savoir que si vous échouez à planifier et à gérer votre argent, beaucoup de choses vont se passer dans votre vie. Le prochain point qui découle de celui que j'ai abordé plus tôt, c'est de comprendre que vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Je connais beaucoup de gens qui ont le cœur sur la main. Ils veulent résoudre tous les problèmes du monde. Et je pense que dans une moindre mesure, j'en faisais partie. Mais mon prof de biochimie à la faculté, il avait cette phrase que j'aime beaucoup. Il dit, si tu as 100 francs et que tu donnes 10 francs à 9 mendiants, tu deviens le 10e mendiant. Comprenez que vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Et sur le podcast de Philippe Simo, où il invitait l'artiste Suspect 95. Suspect 95 disait cette phrase qui est tellement importante. Il dit, vous n'êtes jamais le dernier espoir de quelqu'un. Et l'année qui s'est écoulée me l'a montré. Il y a des gens qui m'ont demandé, aide-moi. Et parfois, je n'avais pas vu leur message. Le temps même de voir comment je pouvais les aider, leur problème était déjà résolu. Vous voyez? Parce qu'ils ont demandé à plusieurs personnes en réalité. Vous voyez? Peut-être que vous n'êtes que la 5e, la 6e, la 7e, la 8e, la 9e ou la 10e option de quelqu'un. Sans vous, les gens ne mourront pas. Donc franchement, commencez par savoir que vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Et ce n'est pas seulement sur le plan financier. Certaines personnes ne peuvent pas être sauvées parce qu'elles n'ont pas envie d'être sauvées. Vous voyez votre pote avec qui vous avez fréquenté tout le collège. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce que mon pote du quartier, il est prêt? Parce que quand je l'ai revu la dernière fois, il était à son 3e gosse. Pas un travail stable. Pourtant, les préservatifs, ça coûte pas si cher. Il avait des difficultés à payer la scolarité du 2e enfant. Mais il a quand même mis un 3e en route. Il peut s'éduquer sur le cycle menstruel, sur les moments, sur les méthodes de contraception. Mais quand vous ne le faites pas, il y aura des conséquences. Et vous assumerez les conséquences. Tu vois, tes amis là, avec qui tu as fréquenté et qui aujourd'hui s'adonnent à One-Is-Bet et qui en ont fait leur pailla. C'est leur voie, c'est leur autoroute vers le succès qu'ils ont choisi. Mon ami, si ce n'est pas ce que tu veux, ne pense pas que traîner avec eux, tu vas les sauver. Ma chérie, tu vois le gars là, que tu aimes de tout ton cœur là. Mais chez qui il y a des red flags de qualité. Et tu les ignores là. Tu ne peux pas le sauver. Je ne connais aucun homme qui a changé pour une femme. Les gens changent d'abord pour eux-mêmes. Vous pouvez leur donner envie. Mais quelqu'un, si les hommes changent, homme, femme, homme, grand H, si quelqu'un change, il changera pour lui-même. Ne pensez pas, il y a beaucoup de femmes qui sont dans le non, mais moi je suis différente,
non, mais tu vois, le gars, là, il va changer pour moi. À Skip, oui, vous êtes la seule personne pour qui il va changer. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il trouve mieux que vous? Est-ce qu'il n'a pas envie de changer pour lui-même? Est-ce qu'il n'a pas assez pitié de lui? Est-ce qu'il n'a pas envie d'être la meilleure version de lui-même pour lui-même? Moi, je pense que les gens devraient d'abord changer pour eux-mêmes. Parce que la personne avec qui ils vont passer le plus de temps, c'est eux-mêmes. À bon entendeur, salut. Le 9e point sur ma liste. Vous ne ferez rien de votre vie si vous n'arrivez pas à dépasser vos peurs. Vous savez, des peurs, il y en existe toutes sortes. Et tout le monde dans cette vie a peur de quelque chose. Moi qui vous fais ce podcast, au moment de le créer, je n'étais pas sûr qu'à part mes amis, il y aurait une seule personne qui voudrait l'écouter. Il y avait des sujets, je me disais, au moment de les aborder, il y aura des problèmes. Cette peur-là n'est pas morte. La preuve, pour certaines vidéos, au moment de les publier, je me demande si est-ce qu'on arrivera à toucher même 100 personnes, 200 personnes. On n'a jamais réussi à faire 1000 vues sur une vidéo. Mais vous ne pouvez pas être paralysé par vos peurs. Les personnes courageuses ne manquent pas de peur. Mais elles arrivent à affronter leurs peurs et à les surpasser. Et vous devez savoir qu'une peur, en réalité, ça vous renseigne sur quelque chose. Quand vous avez peur, ça veut juste dire que vous n'êtes pas prêt, que vous n'êtes pas assez préparé, qu'il vous manque peut-être des informations. Moi, souvent, quand j'ai peur, ce que je fais, c'est que je prends ma peur par la main et je m'assois avec elle. Comme si j'étais en date avec quelqu'un. Et on discute. Je lui dis, mon ami, mais tu as peur de quoi? Et il me les cite. Mais pourquoi tu as peur, en fait? Ça montre que quoi? Tu ne sais pas bien faire ci, peut-être je ne sais pas bien faire du montage, peut-être que ma voix est claquée. La preuve, il y a des jours, depuis un mois, je tousse, mais bon, quoi. Peut-être que je n'intéresserai personne. Il y a des gens qui ne m'aiment pas. Mais est-ce que ça va m'empêcher de vivre le rêve que je veux vivre? Même si c'est pour une seule personne, je le ferai. C'est à vous de comprendre. C'est ok d'avoir peur. Nous sommes des êtres qui aimons nous confronter. Nous sommes des êtres sociétaux. Je vais dire des êtres sociétaux. Nous aimons nous jauger dans le regard des autres. Nous recherchons la validation. Et du coup, tout ce que nous faisons, en fait, quelque part, nous avons cette peur de déplaire aux gens, cette peur de ne pas réussir, des peurs de mille et une formes. Mais vous ne pouvez pas vivre une vie épanouie si vous n'affrontez pas vos peurs. Il y a des gens qui ne se sont jamais mis en couple avec la fille qu'ils aiment parce qu'ils n'ont jamais osé lui dire. Ils n'ont jamais osé ouvrir leur bouche. Et moi aussi, pendant un temps, j'étais dans ce carcan osé. Mais non, le game, c'est pas comme ça. Il y a des frères qui vont à l'église et qui, pendant que la sœur est en train de se marier, ils sont en train de pleurer. Ils pleurent fort. Tout simplement parce que, mon frère, tu n'as pas osé demander à la sœur, ah, sœur Marguerite, tu me plais, hein? Est-ce que tu n'as jamais dit? John a aussi peur de sa réaction, mais John a eu le courage. John a dépassé sa peur. Il y a des gens qui n'ont jamais fait des choses dans leur vie à cause de cette peur-là. Il y a des gens qui ne se sont jamais inscrits à l'université, qui n'ont pas fait la filière de leur rêve parce que on leur a dit que telle personne de leur famille a échoué. Et puis quoi? Moi, je me rappelle, quand j'ai échoué en première année de médecine, pendant les vacances, mon papa m'a dit, chef, tous ceux que tu dépassais au collège, ils sont déjà en deuxième année. Viens, je te réoriente. On a eu une discussion. Mais je peux vous dire que j'avais intérêt à ne pas répondre. Bref. Et je me levais avec cette peur-là. Mais ça ne m'a pas empêché de recommencer tout à zéro.
Si vous vous laissez gouverner par vos peurs, vous ne ferez rien de votre vie. Ça là, je vous le dis. L'échec. Le 10e point. Il faut accepter l'échec, mes amis. Il faut accepter l'échec. C'est ok d'échouer. C'est ok d'échouer. Oh, ça m'échappe le nom de celui qui a créé l'ampoule. Oh, ça va me revenir. Mais il disait qu'il a juste trouvé 10 000 façons de ne pas faire marcher une ampoule. Vous imaginez, le mec a échoué 10 000 fois. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Benjamin Franklin, de Roosevelt, de ces présidents, des présidents américains, ou des idoles que vous avez? Les gens que, par exemple, Michael Jordan, Oprah Winfrey. Est-ce que vous connaissez leur histoire? Ce sont des gens qui ont échoué. Joanne Catherine Rowling qui a écrit Harry Potter, un livre que j'adore, le meilleur livre au monde pour moi. Bon, on va dire après la Bible. Mais, est-ce que vous connaissez son histoire? La meuf, elle a envoyé son livre à des tas de maisons d'édition. On lui a dit, mais, c'est du pipeau, c'est trop bullshit. Vous imaginez un peu que Walt Disney, qu'est-ce qu'on lui a pas dit? Qu'il manquait d'imagination. Mais c'est à vous de savoir si est-ce que vous allez vous arrêter à l'échec ou est-ce que vous allez rebondir. J'aurais pu m'arrêter à ma première expérience dans la fac. Je ne serais jamais devenu médecin. Je n'aurais jamais connu toutes ces formidables personnes, ce parcours, cette vie que j'ai aujourd'hui, cette grâce, ce métier que j'exerce. J'aurais pu mettre une croix sur mes rêves, mais c'est ok d'échouer. Vous n'êtes pas le premier, vous ne serez pas le dernier à échouer. Alors, désolé, vous devez comprendre et connaître quelle est la place de l'échec dans le processus de réussite. Et c'est une thématique que nous aborderons. Le 11e point, les deux derniers, les bonus. Vous devez savoir que même les idiots vieillissent. Je vois trop de gens qui écoutent leurs parents, les anciens, des personnes âgées, au sujet de choses dont ils n'ont pas forcément connaissance. 1. Vos parents n'ont pas la science infuse. Je ne l'ai pas non plus. Alors, il faut savoir prendre leurs conseils en perspective. Je vois trop de gens ne pas faire des choses parce qu'on leur a dit que telle personne leur a dit que, alors que la personne même ne s'y connaît pas. Regardez bien autour de vous. Il y a sûrement ce cousin-là qui ne veut pas se faire opérer parce que son ami policier lui a dit que quand on opère, on meurt. Alors qu'il a un mal dont on pourrait le guérir. Regardez autour de vous. Il y a cette tante qui a un cancer du sein qui a été détecté tôt, qu'on aurait pu soigner, mais qui n'a rien voulu entendre. Parce que son ami, qui est jardinier potager, lui a dit que non, il connaît des plantes qui ont fait ça, que c'est ça la cousine a eu. Vous imaginez un peu de mettre votre vie en parenthèse, vos choix, de miser en fait votre vie sur les on-dit de personnes qui, peut-être qu'ils vous aiment, ce n'est pas là la question, mais est-ce qu'ils sont compétents pour donner leur avis sur cette question? Moi, je suis médecin, je m'occupe des questions de santé et je ne donne pas mon avis sur toutes les questions de santé parce que la médecine est vaste, je ne connais pas tout. Je continue d'apprendre et il y a des domaines où je n'ai pas mon mot à dire. C'est aussi ça l'honnêteté, de dire je ne connais pas tout. Mais combien de gens sont prêts à vous dire honnêtement, I don't know, et non, je ne connais pas.
beaucoup de gens qui qui écoutent des pseudo-gourous d'Internet, des chimistes qui ont préparé la dernière pommade et qui vendent ça. Alors que, comme le dit une amie, c'était pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir, en cours de physique-chimie, Ils ne savent pas dans quoi on trouve l'acide chlorhydrique, Ils ne savent pas c'est quoi la base, c'est quoi l'acide, Ils savent pas que les réactions acide-base, ça donne telle chose, À un moment, il faut remettre les choses en perspective. 12e chose, et pas des moindres. Vous ne pouvez pas réussir si vous ne savez pas interroger les anciennes pratiques. Ça, là, ce point-là, ça va faire mal. Vous verrez encore beaucoup de gens qui vont dire sur Internet, non, c'est nos traditions. Non, vous vous occidentalisez trop. Non, nous, on a toujours fait comme ça. On parle par exemple du gavage. Cette pratique qui consiste à votre maman qui ferme votre nez et qui envoie une bouillie. Et le reste, c'est la prière. Vous devez choisir entre respirer et mourir. Parce que oui, c'est ça. Avec tous les risques et la science qui évolue, on sait aujourd'hui que c'est une méthode dangereuse parce que ce liquide-là peut aller dans les poumons et créer des infections pulmonaires. Des enfants en sont morts. Mais il y en a aussi qui disent que non, on a toujours fait comme ça. Donc, on doit continuer. Oui, votre papa n'aidait pas votre maman à la cuisine. Votre maman est restée au foyer 60 ans. Est-ce que ça veut dire qu'il faut continuer comme ça? Est-ce que ça veut dire qu'elle est heureuse? Oui, votre maman n'a pas divorcé. Les anciens couples ne divorcent pas, mais à quel prix? Est-ce que vous lui avez jamais demandé, maman, es-tu heureuse? Papa, es-tu heureux? Il y a beaucoup de couples, en fait, d'anciens qui sont des colocs, Ils vivent juste ensemble. Ils ne se connaissent pas. Ils ont fait toute leur vie ensemble. Ils n'ont jamais osé divorcer à cause du regard des autres, à cause du qu'en dira-t-on, à cause de ce que ça veut dire aussi pour leur propre vie. Ça veut dire que quelque part, ils ont échoué. Et ils ne peuvent pas se dire qu'ils ont échoué. Vous voyez un peu, donc, il y a cette prison-là qui se sont mises toutes seules et dans laquelle ils sont coincés aujourd'hui. Alors, réfléchissez, chers amis. C'est important. Il faut savoir remettre en cause les traditions, remettre en cause ce qui se fait. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à fabriquer de nouvelles façons de faire. Je vais vous laisser sur cette histoire cocasse que j'ai lue dans Rêver dans la magie de voir grand. C'est une fille qui, en voulant cuire son jambon, coupait les extrémités à chaque fois. Et un jour, son mari lui a demandé, mais pourquoi tu coupes les extrémités? Et elle a dit, parce que ma maman fait ça. Et son mari lui a dit, mais pourquoi ta maman fait ça? Elle ne savait pas quoi répondre. Du coup, elle appelle sa maman. Et sa maman lui dit, ah, c'est parce que grand-maman faisait ça. Du coup, je ne sais pas aussi. Sa maman aussi appelle grand-maman. Et vous savez ce que grand-maman lui répond? Ah, c'est parce que la poêle dans laquelle je devais frire mon jambon était trop petite. Donc, je coupais les deux extrémités et je les jetais. Et ça me permettait d'avoir un beau morceau de jambon. Mais depuis le temps, la taille des poêles a augmenté. Vous imaginez quelle quantité de jambon on a jeté dans l'histoire? Pendant toutes ces années que sa maman a fait la même chose. Et que sa fille fait la même chose. Et tout simplement parce qu'aujourd'hui, quelqu'un a eu le courage de s'interroger sur le pourquoi. Parfois, les choses que vous croyez savoir ne sont pas ce qu'elles sont. Ayez le courage de vous interroger vous-même. Demandez-vous si vous êtes heureux. Si la vie que vous meniez là, est-ce que là maintenant, est-ce que vous pourrez faire ça? Est-ce que vous souhaiteriez ça pour vos enfants? Les choix que vous faites, est-ce que ça vous amène à être épanoui? Ce n'est pas parce que tu sois avec Marc depuis 7 ans
qu'il est l'homme de ta vie. Non, 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 ma soeur, arrête ça. Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que cette relation est porteuse d'avenir? Ou bien, comme vous avez déjà un doctorat, on doit se taire. Enfin, bref. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Merci pour le temps accordé. Je vous rappelle que nous sommes impatients d'avoir vos retours sous nos vidéos en commentaire. Envahissez l'espace commentaire. Vous pouvez aussi nous proposer des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on débatte. Si vous avez aussi des histoires à nous raconter, nous avons un mail sur lequel vous pouvez nous envoyer toutes vos histoires et avoir nos retours dessus. N'oubliez pas de partager cette vidéo à 3 personnes de votre entourage, qui l'enverront à 3 personnes de leur entourage, qui l'enverront à 3 personnes et ainsi de suite. Allez, c'est fini. Comme le dit Yous, à bientôt.